Utilisons les obstacles pour ouvrir les fenêtres de notre intelligence. Telle est la pensée de ce soir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre nouvelle édition de Salon de réflexion. Une émission qui reçoit des penseurs, qui reçoit des intellectuels, qui reçoit tous ceux qui ont des contributions. Ensemble, nous réfléchissons pour redorer l'image de notre pays, car le Congo est le seul bien qui nous appartient et le seul bien que nous devons entretenir avec toute énergie. Et ce soir, nous allons parler du système éducatif comme un des piliers, une des clés du développement de notre pays. Alors, avant de présenter l'invité de ce soir, j'aimerais vous proposer un élément. C'est par cet élément que nous allons ouvrir notre émission ou notre salon de réflexion de ce soir. En République démocratique du Congo, l'école est gratuite depuis 1 an. On nous apprend comment lire, comment écrire. Cette mesure du président Félix Tshisekedi, élu l'année dernière, a permis aux enfants les plus pauvres d'avoir accès à l'éducation. Mais elle est menacée par l'explosion du nombre d'élèves et le manque de moyens. Voyez vous-même comment les enfants sont debout par manque de bancs, par manque de salles de classe. Et l'année passée, on avait seulement 275 élèves comme effectif de toute l'école. Cette année, nous avons 1888 élèves. À travers le pays, il y aurait 4 millions d'écoliers supplémentaires depuis la rentrée. Cette enseignante montre qu'elle n'a plus assez de livres pour ses élèves. Cet instituteur, lui, explique qu'il est obligé de rentrer à pied. Depuis la réforme, les salaires ne sont plus payés par les parents d'élèves, mais par l'État, et les retards s'accumulent. Les autorités congolaises promettent une amélioration de la situation grâce aux ressources du pays. La Banque mondiale, elle, a accordé un prêt d'1 milliard de dollars sur 3 ans qui devrait permettre de financer la construction de nouvelles écoles dans le pays. Merci pour cet élément de France 24, de nos confrères qui va devoir nous aider à réfléchir avec notre invité de ce soir. Il s'agit de révérend Jean-Louis Lomena, qui est expert en développement sur ce plateau. Je dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Avec le révérend, nous allons essayer de discuter, de réfléchir autour du développement de la RDC et le système éducatif. C'est d'ailleurs cet élément qui va orienter aussi notre réflexion sur ce plateau. Je le prends en casquette d'ingénieur, parce qu'ailleurs on vous appelle des techniciens, ingénieurs en développement. Alors déjà, le thème nous renvoie à beaucoup de fenêtres, beaucoup de portes. Donc c'est vraiment un sujet fleuve. Mais nous allons essayer un peu de circonscrire techniquement pour essayer de donner l'essentiel. Notre thème de ce soir, c'est le système éducatif en RDC comme clé du développement. Déjà d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez donner comme votre compréhension pour attaquer notre réflexion de ce soir? Ok, comme vous pouvez le constater, c'est une expression à 2 mots. N'est-ce pas, système éducatif ou système de l'éducation de la RDC. Donc je voudrais d'abord commencer par l'éducation. L'éducation dans son essence veut tout simplement dire guider ou orienter. Ok. Et par là, vous pouvez déjà comprendre qu'au travers l'éducation, on doit avoir l'objectif de guider, de former, d'orienter. Donc ça passe par la formation. L'éducation, c'est la mise en commun de tous les moyens possibles qui contribuerait à former un individu pour son bien-être, mais aussi pour le bien-être de son environnement et surtout de son pays. Là, c'est pour ce qui concerne l'éducation. Et le système, c'est l'ensemble de tous les éléments, des structures et des éléments qui sont cohérents et qui participent à l'atteinte d'un but bien déterminé. Là, on peut parler d'un système. Ainsi, lorsqu'on parle du système éducatif, on veut tout simplement parler de tous ces acteurs qui participent au mécanisme de la formation de la population afin de faire de cette population
un acteur de développement. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, pasteur, nous allons réfléchir, vous allez comprendre que j'aurai de temps en temps à l'appeler ingénieur, pasteur, parce qu'il a toutes ces casquettes. Mais nous sommes en train de nous focaliser sur le système éducatif qui constitue une clé. On ne peut pas, parce que l'éducation, c'est vraiment le socle d'une nation. S'il y a une bonne éducation, alors la nation, on sentira le retomber dans la vie d'une nation. Alors, comment nous pouvons faire d'entrée des jeux l'analyse sur notre système éducatif? Est-ce que c'est un système éducatif déphasé, dégradant, ou nous pouvons dire que nous avons un bon système éducatif, mais qu'est-ce qui bloque pour que nous puissions entamer le processus du développement? Ok, si je dois vous répondre d'emblée déjà, je dirais que nous avons un système éducatif déphasé. Et du fait qu'il est déphasé, comprenez, il ne peut pas apporter un vrai développement à notre pays. Ok. Vous savez, dans les facteurs de production, puisque quand nous parlons du système éducatif, il faut viser, voir la formation, mais surtout voir la finalité de cette formation. Vous voyez? Comme on l'a dit, à la fin de la formation, l'élève sera capable de. Vous voyez? Mais c'est capable de n'est pas trop bien défini. Les capables de devaient être définis au travers d'un système éducatif que j'appellerais un système éducatif du développement. Vous voyez? Et lorsque j'observe notre système, je dis qu'il est vraiment déphasé. Donc, il est difficile qu'il apporte le développement. Vous devez savoir que dans le facteur de production, n'est-ce pas, pour un pays ou de la croissance économique, il y a le capital, il y a l'homme et il y a la nature. Donc, la nature, il y a le capital et il y a l'homme. Et de ces trois éléments qui sont les facteurs de production, c'est l'homme qui est au centre. Comme on dirait dans la technique de développement, que l'homme transforme l'environnement, l'environnement transforme l'homme. Donc nous sommes dans un système, il y a déjà l'approche que les scientifiques appellent l'approche systémique. Donc c'est cette interaction qui fait que nous produisions un résultat qui sera louable. Voilà. Donc c'est l'homme qui est au centre de son développement, parce que le développement est fait par l'homme et pour l'homme. Vous voyez, c'est l'homme qui va lui-même travailler à son propre développement. Alors, si nous voulons avoir cet homme qui doit travailler à son propre développement, il faut d'abord comprendre que lorsqu'on a une population, on a déjà une richesse. Okay? Sur le plan, par exemple, économique, la Chine, avec ses milliards d'habitants, constitue un véritable réservoir économique pour produire la richesse. Dans notre cas, nous en avons au moins environ 80 millions. 80 millions sur le plan d'affaires, c'est une richesse. Mais de ces 80 millions-là, il faut dire que ce ne sont pas les 80 millions qui participent au développement. Surtout dans la productivité. La productivité. Voilà. Voilà. Mais lorsque nous voulons réfléchir en termes de productivité, il faut tirer de cette population ce qu'on appelle le capital humain. Okay? Le capital humain, c'est quoi? C'est l'ensemble de cette population qui a bénéficié d'une formation, n'est-ce pas? Qui a bénéficié d'une formation et qui est capable d'apporter un plus au développement de son pays. Or, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'apporter. Quand on a une population, par exemple, qui n'a pas assez étudié, vous comprenez déjà, donc c'est une population, entre guillemets, qui est inutile, qui est improductif au développement de son pays. En ce moment-là, il devient une charge pour la République, parce qu'il faut les nourrir, il faut les loger, il faut s'en occuper, vous comprenez? C'est pourquoi l'État a tout intérêt à pouvoir orienter son système éducatif vers une population productrice. Donc le système éducatif doit maintenant suivre
doit être axé sur le développement. Doit être axé sur le développement. Parce que si nous donnons la formation et qu'aujourd'hui nous avons suivi l'élément sur la gratuité et même la maîtresse l'a si souligné que l'année passée ils ont reçu peu d'élèves. Maintenant il y a plusieurs élèves qui arrivent. Alors si déjà le développement ou les systèmes éducatifs ne visent pas le développement, ça pose problème. Ouais. Vous savez, qu'est-ce que je dirais? Lorsque je parle d'un système qui doit contribuer au développement, j'insiste sur l'aspect homme. Ok? C'est l'homme qu'il faut former. Mais cet homme, il faut le former par rapport aux besoins de développement. Donc l'aspect gratuité de l'enseignement n'est qu'une des réponses pour arriver à une éducation axée au développement. Non. La gratuité de l'enseignement primaire, il faut dire d'abord, c'est une recommandation des Nations Unies. Auquel le président a répondu positivement parce qu'il a compris l'importance du capital humain, de l'éducation de base dans le processus de développement de notre pays. Et ça, je félicite, je dis merci au président de la République pour avoir accédé à cela. Mais la gratuité de l'enseignement primaire ne peut apporter ses fruits que lorsque nous révisons le contenu. Lorsque nous révisons le contenu, lorsque nous trouvons un système éducatif cohérent. Parce qu'on peut se poser la question, la gratuité de l'enseignement primaire pour quel système éducatif? Si c'est un système éducatif erroné, déphasé, c'est-à-dire on fait la gratuité pour encourager ce système déphasé. En ce moment-là, la gratuité ne peut pas apporter ses fruits. Si on apporte déjà la gratuité, vous devez savoir que l'État doit compenser à cela. Il doit soutenir certaines écoles qui étaient privées. Donc c'est l'argent que le gouvernement est en train d'investir dans l'éducation de la population. En ce moment-là, il faudrait que l'État se retrouve au travers, au finish, il doit se retrouver au travers la formation de ces gens-là. Alors, pour que l'État se retrouve des produits intellectuels qui peuvent participer à son développement, à sa vision, il faudrait que les systèmes éducatifs soient bien définis et surtout qu'ils soient cohérents. Alors, comment définir ces systèmes éducatifs que j'appelle les systèmes éducatifs du développement? Tout doit partir de la nature. Comme j'ai dit, dans le facteur de production, il y a la nature, il y a l'homme et il y a les capitaux. Auquel aujourd'hui on peut un autre facteur qu'on peut rajouter, c'est l'innovation technologique. Alors la nature déjà, c'est une bénédiction de l'Éternel pour chaque pays. Or, si nous voyons notre nature, c'est-à-dire nous allons trouver des ressources naturelles. Et au Congo, nous en avons beaucoup. On dit nous sommes un scandale géologique. Vous voyez, ce sont des phrases qui reviennent. À un moment, je suis fatigué de les écouter. Et ce qui me préoccupe, c'est de savoir comment rendre cette richesse. On dit toujours, nous sommes un pays aux potentialités incommensurables. Ce qui importe pour moi, c'est savoir comment transformer ces potentialités réellement en richesse. Vous voyez, quand on s'est dit nous sommes un pays riche, quelque part on s'est distrait. On doit dire nous sommes un pays potentiellement riche. En ce moment-là, on sera dispo de pouvoir travailler de manière à transformer cette potentialité en richesse. Et le système éducatif que nous devons adopter, c'est ce système-là qui consistera à transformer, à former l'homme afin qu'il soit en mesure de transformer nos potentialités en richesse et savoir évidemment les distribuer. C'est alors qu'il y aura le développement économique et social.
Donc nous devons arriver à la dimension transformationnelle. Transformationnelle, c'est ça. Quitter sur la face du réel, c'est qui est là, la réalité, oui. Maintenant, arriver à transcender jusqu'à atteindre la dimension transformationnelle des créativités même. Des créativités. C'est ce que je disais. Donc nous devons partir de la nature. C'est-à-dire, on doit voir, on le sait, et c'est déjà dit, c'est déjà découvert, et ça peut encore continuer à se faire découvrir. Nous avons énormément des ressources sous-sol, des ressources du sol, ressources hydrauliques, il y a des ressources touristiques, il y a plusieurs ressources, nous en avons. Ok? Alors, c'est déjà un capital naturel que Dieu nous a donné. Et si nous pouvons proclamer, ou plutôt planifier notre développement, on doit les planifier au travers ces ressources. Oui, comme dirait la Bible, va avec la force que tu as. Donc, nous avons déjà une force qu'on nous a donnée. S'il faut se référer à l'approche FOAM, de l'analyse de la situation congolaise, on va relever que ces ressources, ce sont des points forts. Va avec la force que tu as. Donc, voilà, nous avons déjà une force qui est disponible, que nous devons exploiter pour faire de notre pays un grand pays. Ok. C'est un principe qui est tout à fait valable et naturel. Les lions, à ses griffes et ses dents, n'est-ce pas, a certaines capacités qui lui permettent, n'est-ce pas, d'avoir ses proies. Et toute bête, vous allez remarquer, il a ses forces et ses faiblesses. De même aussi, chaque pays a ses points forts et ses points faibles. Naturellement, Dieu qui est juste, Dieu qui nous aime, il nous a donné des ressources. Alors, notre planification de développement devait partir à partir de là. C'est comme ça que je dis, puisque nous avons des ressources naturelles, notre éducation, qui a pour objectif de former l'homme pour son bien-être, mais aussi pour le bien-être de son environnement et surtout de son pays. Parce qu'il faut avoir des acteurs de développement dans un pays. Nous devons donc monter un système éducatif qui nous permet de transformer, n'est-ce pas, donc, nos ressources naturelles. Éducatif par rapport à ce que nous, à notre réalité. Voilà. Parce que nous ne pouvons pas toujours prendre... Puisque c'est ce qui détermine ce que je peux appeler le besoin en développement. Donc, nous avons des ressources. Et notre besoin sur le plan intellectuel, c'est quoi? C'est avoir les capacités pour transformer. Vous voyez? Donc, les ressources déterminent déjà les besoins en éducation. De prendre les besoins un en système éducatif colonial tout ça. Qui ne cadre pas avec notre réalité. Voilà. Qui ne cadre pas avec nos réalités. Vous voyez? Et ça bloque le système. Ça bloque le système. Parce que nous devons être dans l'interaction. L'homme doit jouer sa partition par rapport aux richesses. Mais quand déjà nous sommes formatés par rapport à une autre réalité, ça devient compliqué. C'est ce qu'on appelle de trucs exogènes. Ok, il est vrai, c'est d'ailleurs l'une de mes reproches sur le système éducatif que nous avons. Je le trouve extraverti, je le trouve déphasé, je le trouve généraliste. Vous voyez, donc il ne cadre pas avec nos réalités. Lorsqu'on veut planifier le développement, on doit regarder les choses en face. Il est vrai que comme on dit, on n'invente pas la roue. Mais je ne suis pas trop d'accord avec cette expression-là. Oui, la roue, on ne peut pas la garder telle qu'elle était. On peut la perfectionner. Oui. Donc la logique, c'est quoi? On doit partir de l'existant, mais de l'existant, on peut l'adapter à nos réalités. Identifier le vrai besoin du pays, le vrai besoin du développement. Sur le plan éducatif, le vrai besoin, c'est quoi? C'est le besoin de transformer ce que nous avons. Parce que déjà, si l'éducation est biaisée, le système éducatif ne permet pas à l'homme de travailler pour l'intérêt de son pays et voir les réalités en face, ça va dégénérer. Ça sera juste la résultante
de ce qui va conduire cette personne une fois qu'elle obtient son diplôme. Il devient ministre, il a été formaté pas pour ce pays, mais il est formé pour d'autres besoins. Exact. Il est formé pour d'autres besoins. Il n'est pas formé pour le besoin du pays. Vous voyez, c'est là où j'ai dit que le système éducatif que nous avons aujourd'hui, il est extraverti. Il est fait sur le principe du programme belge. Vous voyez, sur le principe du programme belge. Or, le belge, lorsque ils l'ont fait avec ou dans des buts bien précis. Oui. Vous voyez, bien précis. Donc, il fallait une formation qui lui permet d'exploiter ce qu'il pouvait exploiter. D'étouffer l'intelligence. Et même, vous allez remarquer, dans les temps, ce n'est pas tout le monde qui pouvait accéder plutôt à des études un peu plus supérieures. Une sorte de discrimination. Discrimination. Vous allez voir qu'il y a il y a une maladie qui a affecté quand même les acteurs du système éducatif. C'est quoi? Indirectement peut-être, hein, je voulais dire, c'est quoi? Dans le temps, vous allez voir l'éducation. L'éducation a été associée à la civilisation. Ok? Il y avait l'éducation, c'était un élément de disparité sociale. Ok? On dit ceux qui vont accéder à l'éducation, qui vont étudier, ce sont des familles désévoluées. Par exemple, ma famille a eu la chance d'être parmi les familles évoluées. Oui. Donc on pouvait étudier ensemble avec les petits blancs, on pouvait être à l'Athénée, on pouvait. Vous voyez, entre-temps, quand on dit civilisé, donc d'un autre côté on dit des indigènes. Vous voyez. Et là, l'éducation n'avait pas l'objectif pour le noir, je vous l'ai dit, pour le Congolais. On ne voyait pas l'éducation comme l'art de formation pour équiper, pour former l'homme. Comme une clé du développement. Oui, oui. Mais là, c'était... l'éducation a été présentée comme étant une hégémonie, un outil de puissance pour dominer ou se distinguer par rapport à d'autres. Vous voyez, déjà en ce moment-là, on déroute les Congolais du vrai but de la formation. C'était devenu maintenant un élément de fierté. Ok? Un élément de fierté pour dire que moi, je vais étudier, je fais partie des évolués. Et en ce moment-là, l'éducation n'avait qu'un seul but, c'était le bien-être de la personne, individuellement. Pas le bien-être de la population. C'est-à-dire, on ne le formait pas pour qu'il apporte le développement au pays, mais qu'il soit quand même bien, qu'il soit classé parmi les meilleurs ou les vrais collaborateurs des Belges. Vous comprenez? Dans ce sens. Déjà, en ce moment-là, l'objectif était biaisé. C'est à nous, aujourd'hui, de comprendre que l'éducation n'est pas un simple élément de fierté. Ok? Vous allez d'ailleurs le remarquer, si aujourd'hui il y a un étudiant qui termine ses études et que ses parents, peut-être au travers de leurs relations, quand ils vont chercher le boulot, il y a ceux qui essaient de le faire pour leurs enfants. Il y a quelqu'un qui m'a fait rigoler. Oui. Il me dit, si tu es congolais et tu cherches un emploi, on te demande, malgré tous les documents que tu amènes, on te demande, tu es venu de la part de qui? De qui, oui. C'est-à-dire, déjà, l'éducation ou le système qui était... Oui. Comment nous revenons au problème de mentalité. Au bas de l'échelle. Ouais. Nous suit jusqu'au sommet. Voilà. Et déjà, il faut quand même... Et même, je voulais dire, lorsque quelqu'un sollicite un emploi, qu'est-ce qu'il dit? Mon fils vient de terminer, est-ce que tu peux lui trouver du travail? On n'a pas besoin de savoir dans quel domaine il va travailler, où lui trouver ce travail. Vous voyez, c'est ça la faiblesse de notre système éducatif. Pourtant, on devait former des gens qui sont prêts à travailler dans les domaines
d'où nous avons le besoin du développement. Okay. Ouais. Oui. Par exemple, c'est dans les pétroles qu'on devait former les gens, c'est dans les mines, c'est dans ces histoires-là. L'agriculture. Vous voyez, on devait orienter notre formation, surtout au niveau universitaire, parce que là, on donne la formation professionnelle. Okay. On devait plus orienter vers les besoins. C'est ce que j'appelle les besoins du développement pour notre pays. Et c'est d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait plusieurs années à l'université. Il a fait 5 ans, 10 ans, et puis il se rend compte que tout le temps qu'il a perdu à l'université était presque inutile. Il revient pour faire des formations. Voilà. Alors, pourquoi ne pas seulement questionner notre système éducatif? Parce que j'aimerais rappeler que nous avons fait, c'est plus de 60 ans d'indépendance, nous avons fêté, c'est bien bon de fêter, mais est-ce que ces 60 ans nous ont apporté quelque chose sur le plan éducationnel? C'est la base de tout. Alors, moi je voulais... C'est à ce niveau-là. Okay. Comme j'ai dit, j'ai fait 3 reproches au système. Okay? J'ai dit extraverti, je vais l'expliquer, mais aussi c'est généraliste. Vous voyez, le Belge... Pourquoi d'abord c'est extraverti? Extraverti parce que c'est tourné vers l'extérieur, vers un système belge. Or, le système belge est généraliste. Okay. Ouais, on te fout tout. Parce qu'on se disait, on doit être à mesure de l'utiliser dans tout. Est-ce qu'eux-mêmes ont exploité le même système éducatif? Je crois qu'ils sont toujours là. Or, par contre, je trouvais que les Français ont beaucoup plus évolué. Oui. Vous allez voir, même à l'école primaire ici, on peut voir déjà la différence. Un élève qui est dans un système français est différent de celui qui est dans un système belge. Le système belge, lui, il ne fait que gober, enregistrer. Il enregistre, il mémorise trop, sans trop comprendre. Okay. Donc, c'est-à-dire, on lui donne des réponses déjà faites. On n'a pas appris à l'homme à réfléchir trop. Et ça, ce n'est pas bon pour notre développement. Avec le système français, la pensée, rendre indépendante la pensée humaine, que l'homme soit indépendant, qu'il soit quand même capable de proposer quelque chose. Même quand ça choque l'autre, mais il propose d'abord. On a vu de grands savants qui ont été contestés. Après la contestation, et on se rend compte que non, mais ce qu'il disait là était fondé. Les systèmes, par exemple, français, lui, il lance un sujet déjà à l'école primaire. Que je souligne, c'est un système qui est maintenant 18e. C'est le 18e système dans le classement mondial. Voilà. Mon fils est passé par le système français. Je pouvais bien le constater. Même jusqu'à aujourd'hui, son raisonnement est tout à fait différent. Quand tu discutes avec, il aborde le sujet et il essaie de le voir dans plusieurs langues, angles. Et il tire une conclusion. Tu vois, on lui permet de voir la question de manière pluraliste. Mais le belge, c'est pas ça. On te donne un sujet, on te dit, tu dois faire ça. Donc, il y a déjà une ligne. Ils sont linéaires. Voilà. En ce moment-là, on ne donne pas le temps à l'élève, même à l'école primaire, on ne donne pas le temps à l'élève de réfléchir. Or, on devait déjà former cette personne à réfléchir, aller au-delà. Il ne faut pas lui dire qu'il faut donner telle réponse. Il faut lui expliquer pourquoi tu dois donner telle réponse. Il faudrait que les élèves, par exemple, il y a des professeurs, hein, quand tu n'as pas utilisé sa méthode, tu ne réussis pas. Mais ailleurs, ce qui importe, c'est le résultat. L'accès sur le résultat. L'élève peut aborder une question avec d'autres méthodes, mais pourvu qu'il arrive à la même solution. Alors, si je dois coter ces deux élèves, et si je vais coter les méthodes qu'ils ont utilisées, ou je vais coter le résultat. Au contraire, c'est enrichissant. Parce que si, avec telle méthode, j'arrive à la solution, donc, une autre fois, je peux utiliser une autre et j'arrive à la même solution. En ce moment-là, je développe beaucoup plus de capacités, ou l'élève développe beaucoup plus de capacités pour pouvoir imaginer des solutions dans la société. Parce que nous sommes appelés à trouver des solutions. Si nous allons nous développer,
nous devons être à mesure de trouver des solutions aux problèmes de notre société. Et l'université, c'est ça son ambition. C'est de former les gens, apporter des solutions dans la société. Alors, si c'est lui qui était censé être formé pour apporter des solutions dans la société, il n'arrive pas à le faire. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'on l'a mal formé. Vous voyez, on l'a mal orienté. Et le système éducatif, c'est tout ça. L'orientation, les enseignements qui seront développés, les approches, les techniques, les méthodes, tout ça fait partie du système éducatif. Les hommes, les structures, les corps éducatifs, tout ça fait partie du système. Mais de tout ça, la base, c'est les programmes, c'est l'objectif du programme. Vous voyez, un système éducatif, pour quel résultat? C'est ce qu'il faut se poser. Parce qu'en réalité, la République démocratique du Congo, ça c'est ma réflexion, devait être le pays qui regorge beaucoup d'intellectuels, des experts, qui proposent des thématiques ou de pistes et de solutions dans d'autres pays africains et au monde. Parce que nous avons presque toutes sortes et formes de richesses dans notre pays. Quand on cherche de grands savants, par exemple en matière de mines, au Congo, on devait le trouver au Congo. Mais malheureusement, chez nous, nous faisons l'inverse. Nous allons vers eux pour acheter des machines, pour venir transformer. Oh, c'est nous qui devions réfléchir. Et ici, on ne transforme même pas. Il ne faut pas confondre l'extraction. Quand on parle des entreprises minières, et ce sont des entreprises de transformation ou d'extraction. Un grand problème aussi. Voilà, parce que quand on extrait pour amener ces produits ailleurs, pour leur traitement, c'est-à-dire, ça révèle déjà notre incapacité. Déjà le système qui ne nous permet pas de transformer. De créer des outils de transformation. Oui. C'était une manière de nous coloniser, de nous dire, restez là. Et nous prenons, nous allons transformer. Voilà. C'est là où j'ai dit, les systèmes généralistes ont été formés pour tout faire. Les systèmes éducatifs dont nous avons besoin ici, c'est un système éducatif qui doit être cohérent avec le besoin du développement national. OK? Et il doit être efficace pour porter des résultats. Il doit être rentable parce qu'il doit apporter la productivité et le développement de notre pays. Vous voyez? Donc, c'est important qu'on puisse avoir un système qui est en phase avec nos besoins. Et non en déphasage. Oui. Et pour ça, il faut un système éducatif qui n'est pas généraliste, mais qui encourage la spécialité. Alors, nous allons... Pourquoi la spécialité? Pourquoi la spécialité? Puisque, un petit exemple avec la médecine. Il y a les médecins qui sont des généralistes. Et vous allez remarquer, ce sont eux qui reçoivent en premier lieu le patient. Il va discuter, c'est le constat, à moins que je me trompe, c'est celui-là qui va orienter finalement le patient pour dire que pour tel cas, je pense que tu dois voir tel spécialiste, tel. C'est pour dire que le généraliste, quelque part, a certaines limites. Et quand on a certaines limites, on est incapable d'aller au-delà et de devenir véritablement un acteur de développement. Si notre système éducatif est généraliste, donc nous sommes limités. Nous sommes limités. À chaque fois que nous sommes incapables, c'est pourquoi on n'est pas capable de faire la transformation, n'est-ce pas, de ces potentiels en véritablement richesse, en véritable richesse, ce que je voulais dire. Ok. Puisque si on arrive à transformer, on a maintenant des produits qu'on peut vendre. Ok. On a la liberté de proposer un prix. Mais si nous avons la matière, mais nous ne savons pas comment transformer cette matière en produit utile, comprenez, on est encore esclave. D'où, qu'est-ce qui arrive? On s'arrête à l'extraction. On dit entreprise minière qui s'arrête à l'extraction, dont les produits vont ailleurs, et quand on va nous les revendre, c'est à un grand prix. Nous sommes Mais tout justement, c'est-à-dire nous sommes limités.
Or, si on avait des généralistes, c'est alors qu'on aura des véritables entreprises minières. Les entreprises minières dont je parle ici, ce sont des entreprises qui sont capables non seulement d'exploiter, d'extraire, mais aussi de transformer. Donc, en ce moment-là, on aura une chaîne de valeur dans la production. Les mines ne sont qu'un exemple. Un exemple. Parce qu'on peut parler de... Même dans l'armée, inventer, avoir des généraux qui peuvent inventer des plans de guerre. Voilà. Qui savent que nous avons la géostratégie de notre pays. Nous pouvons proposer ceci et non copier ce qu'on nous a dit, général tel français a dit ceci, nous copions, mais réaliser des choses peut-être qui ne sont pas aussi adaptables dans d'autres coins du monde. Vous savez, la force par exemple des Allemands à une certaine époque, ok, je ne vais pas citer son nom parce que ce n'est pas une bonne image au niveau international, mais l'Allemagne avait une certaine avance sur le plan militaire, sur beaucoup plus de plans, avant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Sa force et sa puissance, c'était l'avance technologique, l'avance scientifique. Vous voyez, le pays, le système éducatif dont le Congo a besoin, c'est un système éducatif qui doit tourner vers le besoin en développement de notre pays et qui est capable de transformer ce potentiel en richesse. Okay? D'où il faut un système qui est beaucoup plus technologique. Notre Congo devait être un grand chantier des centres technologiques, un grand chantier de recherche scientifique. Ok? Et c'est ces besoins en développement qui devaient même dicter toute notre politique, notre vision. Qu'est-ce que nous serons en 2025? Qu'est-ce que nous serons en 2035? Qu'est-ce sera le Congo en 2050? Cela doit être planifié par rapport à ça. Et c'est à long terme qu'on doit voir cela. C'est ce qui doit déterminer également, par exemple, notre diplomatie, notre coopération au niveau international. Nous devons beaucoup plus élargir nos relations avec des pays qui ont fait preuve dans tel ou tel domaine dont nous avons besoin. Vous voyez? Je crois que pour notre Congo de demain, il faut qu'on développe l'entreprise agricole. On va voir qui ont fait preuve dans ces domaines-là. Le président de la République l'a dit une fois qu'il faut faire la guerre entre le sol et le sous-sol. Donc guerre dans le sens que nous devons valoriser le sol et aussi autant que les gens ont toujours les yeux braqués vers le sous-sol. Voilà. Donc nous avons déjà un besoin identifié, mais aujourd'hui les élèves, quand tu lui dis tu peux faire l'agronomie ou l'agriculture, c'est comme vraiment de l'insulte. Oui, c'est ça. C'est pourquoi j'avais dit. C'est pourquoi j'avais dit que on a mal présenté l'éducation. Oui, c'était un élément de fierté hier, qui jusqu'à aujourd'hui continue à être un élément de fierté. Alors, je reviens à vous rapidement. Nous allons prendre un élément qui va encore étayer notre réflexion. Aujourd'hui, nous allons demander à la régie de nous balancer l'élément sur la Finlande, le 3e pays sur le classement de systèmes qui ont des systèmes éducatifs efficaces au monde. Après l'Estonie et le Canada, c'est maintenant la Finlande. Nous allons voir comment est-ce que eux, ils ont adapté leur système éducatif. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Quelles sont les valeurs ajoutées dans leur système éducatif? Et on revient rapidement pour faire un peu de commentaires et proposer quelques pistes de solutions. Et ça sera à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Salon de réflexion. C'est parti. Tout sourire, malgré le froid. 8 d'abord par un mini-journal. 5 minutes d'infos avant d'entamer les cours un peu particuliers. Voici les objectifs à atteindre pour cette période. Ce matin, ce n'est pas
maths puis grammaire, désormais ici tous les cours sont croisés autour d'une thématique par mois. Pour janvier, c'est penser la science. Je comprends comment on fait des sciences. L'occasion de parler un peu anglais, de travailler le calcul, l'informatique ou la chimie par petits groupes. Dans ce laboratoire, les élèves apprivoisent déjà les notions d'acidité, toujours de façon ludique. Quand j'étais petite, je regardais des émissions sur la chimie qui me faisaient un peu peur. Je pensais que c'était des explosions et ce genre de choses, mais là, ça ne se passe pas comme ça. Pas d'explosion ici, mais une réaction chimique entre le vinaigre et le bicarbonate de soude qui gonfle le ballon. Ils devront en chercher la raison par eux-mêmes. Dans la classe d'à côté, un autre groupe se frotte au codage informatique. Oh non, à quoi est-ce que ça ressemble maintenant? Oh, ça va si loin. Tu te souviens que c'était 50 pixels? Ce site, code.org, c'est une manière d'apprendre à programmer en s'amusant. C'est comme un jeu pour eux. Ils peuvent faire du dessin. Un point commun entre ces cours, une ambiance décontractée et des enfants libres d'apprendre à leur rythme et de gérer leur temps comme ils l'entendent. Savoir gérer son temps, c'est une des compétences du XXIe siècle. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Tous les élèves peuvent choisir où ils travaillent et comment ils travaillent. Et ils travaillent assez peu entre les récrés interminables. Au final, 677 heures de cours par an contre 900 en France en primaire. La journée se termine le plus souvent à 13 heures pour Niklas, 12 ans, et Sofia, 9 ans. Ce qui leur laisse beaucoup de temps libre avec leur maman, Nina. Bonjour. Bonjour. C'était bien l'école? On a eu cours de sport. Ici, c'est l'horaire de Sofia. Elle commence vers 9 h le lundi et l'école se termine à 13 h. Pour moi, c'est difficile d'imaginer que l'école puisse durer 8 heures. Il y a très peu de devoirs en Finlande et l'essentiel, c'est de profiter. Je passe pas mal de temps chez mes amis et les amis viennent chez nous, ou bien je regarde mon téléphone portable, ou je vais au basket ou à la gym. C'est la Finlande, 3e pays au classement mondial de pays ayant un système éducatif efficace. On a réduit les heures de cours, on a introduit beaucoup de tactiques pour que les enfants de le bas âge. On a vu le cours sur le codage informatique. Déjà à ce niveau, c'est vrai que nous n'avons pas la même réalité, mais c'est un des éléments capitaux qui peuvent nous aider dans notre réflexion d'aujourd'hui. Alors je reviens à vous, révérend. Vous avez vu ce qui se passe à Finlande. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme commentaire? Et on va revenir rapidement dans les pistes de solutions. Je crois que en suivant cet élément, je peux tirer certains points essentiels. C'est qu'ils ont essayé de ne pas trop occuper l'enfant pour lui permettre de s'occuper sur l'essentiel. Par exemple, ils ont l'initiation à l'informatique, à la programmation. Ce sont des besoins de leur développement. On ne veut pas les fourrer avec des trucs qui ne cadrent pas avec leurs besoins. Quand vous fourrez quelqu'un de connaissances que je pourrais appeler oisifs, qui ne produisent pas, on veut former des gens qui ont une tête bien pleine, qu'une tête bien faite. Eux sont en train de poursuivre une tête bien faite. C'est-à-dire une tête bien faite, c'est une tête qui a la connaissance utile pour son développement. Alors, et c'est une manière de perfectionner leur système. Oui. Mais il faut considérer, dans le fond, si nous suivons, il y a un système éducatif cohérent avec leurs besoins. Ils veulent par exemple être le pays le plus puissant ou le plus fort dans le décodage de téléphone. Je prends un exemple. Voilà. Et ils forment déjà les enfants dès le bas âge à maîtriser ces domaines pour qu'aucune autre nation ne leur concurrencie. C'est pourquoi j'avais dit que le besoin du développement, ce sont ces besoins qui vont déterminer même la vision du pays.
Qu'est-ce que nous devons devenir? Au moment où nous parlons, il y a certains pays limitrophes qui pensent devenir des grandes puissances qui vont contrôler la communication d'ici l'an 2035, par exemple. Mais quel est notre rêve au Congo? Avec tout ce que nous avons, on peut bien dire, d'ici 2050, voilà les Congos que nous aurons. Un Congo qui sera fort dans tel domaine, fort dans tel domaine, fort dans tel domaine, fort dans tel domaine. En ce moment-là, le système éducatif, les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique, comme le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, des affaires sociales, action humanitaire et solidarité, ok, vont travailler de manière à orienter ces écoles, n'est-ce pas, vers cette vision, vers cette façon, vers ces systèmes-là, qui consistent à produire des acteurs du développement. Alors rapidement, nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. J'aimerais vous demander, dans notre dernière rubrique Pistes et des solutions, vous allez être vraiment très bref. Yeah. Qu'est-ce que vous proposez, vous en tant que Congolais, patriote et puis expert en développement, qu'est-ce que vous pouvez proposer techniquement? Je propose déjà une réforme du système éducatif de notre pays pour donner au Congo un système cohérent à ses besoins de développement. Ok? Donc le Congo doit former des Congolais qui doivent être capables de transformer nos potentialités naturelles en richesse. C'est alors que nous pouvons voir les développements économiques et sociaux de notre pays. Il faut former des gens qui sont utiles pour le pays et non pas former des gens qui ont des connaissances, mais des connaissances oisives, qui ne servent absolument à rien. Finalement, on retrouve ces gens-là dans un chômage déguisé, on les trouve dans un chômage que je peux considérer entre guillemets durable, parce qu'il y a des gens qui terminent leurs études et qui meurent sans pouvoir travailler. Vous voyez, en ce moment-là, on produit des gens, des chômeurs, des potentiels chômeurs, qui deviennent une charge pour les gouvernements, pour les pays. Comme j'ai dit, il faut les nourrir, il faut les loger. Ce sont ceux qui crient là, bataille la busso, bataille la busso, bataille la busso. Pour éviter cela, il faut former donc des Congolais qui sont utiles à leur développement. Et le Congolais qui sera utile au développement de son pays, c'est celui-là qui sera formé dans les besoins du développement de notre pays, dans les mines, l'agriculture, les énergies renouvelables, l'environnement, le tourisme, voilà. Donc, il faut repenser notre système éducatif. Il faut repenser notre système éducatif, c'est le dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui du révérend Jean-Louis Lumena, qui est expert, je rappelle, en développement, il est technicien dans la matière. Il a proposé sa contribution parce que tout le monde doit amener dans cette émission, salon de réflexion, sa contribution, sa pierre pour que l'édifice du Congo soit réellement, reflète la grandeur de notre pays. Cette émission est finie. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique, Jean Dété, Moukendi derrière la caméra, à la régie finale, l'ingénieur Mike. Au revoir. L'homme, c'est un animal social, il est condamné de vivre en société avec ses semblables. À l'occurrence, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bon jugé de pragmatiser la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. C'est une question de joie.